Salut salut, bienvenue pour un nouvel update graphique et un update graphique que je vais tourner en une fois. Enfin, je vous l'avais dit en vlog, je voulais tourner cet update graphique en une fois et c'est ce que j'ai réussi à faire, enfin c'est ce que je vais réussir à faire aujourd'hui. Donc 4 graphiques, enfin plus ou moins 4 graphiques, il y en a plus que 4 que je vais vous montrer, mais en tout cas 4 sagas aujourd'hui. Pour le premier je vais faire rapide parce que je me suis pas mal étendue dans le vlog du week-end d'amis et que j'ai pas très envie de me réénerver ici. De nouveau, juste je précise, tout ce que j'ai dit dans le vlog du week-end d'Amil n'engage que moi, c'est mon avis, c'est ce que je pense moi, ça veut pas dire que la BD est nulle, ça veut juste dire que moi je l'aime pas. Voilà, donc c'est Le Regard Invisible, chapitre 1, la marque des souvenirs de Gwenaël Carrère et Ferrari. Vraiment j'ai pas du tout aimé cette BD, on va suivre un groupe de personnages qui sont derrière là d'ailleurs, voilà, on suit eux et en gros il y a quelques années il leur est arrivé un truc quand ils étaient dans une espèce de chalet, il me semble, quelque chose d'un petit peu surnaturel. Alors déjà rien que ça, moi ça me perturbe, tu peux pas, en fait soit on est dans un univers fantastique, soit on est dans le monde réel, tu peux pas être dans le monde réel et me dire qu'il s'est passé un truc surnaturel. J'ai énormément de mal avec ça, ça m'arrive de réussir à lire ce genre de choses, mais c'est quand même extrêmement rare. Soit c'est réel, soit c'est fantastique, mais c'est pas les deux en même temps en fait. Donc bref, on a ces personnes-là qui ont vécu un truc un peu bizarre, sauf qu'on ne te dira pas ce qu'ils ont vécu. En tout cas, on va d'abord bien te faire comprendre que c'est grave, c'est mystérieux, c'est compliqué, attention, ils ont vécu un truc. Attention, ils ont vécu un truc, je te l'ai pas encore expliqué, mais ils ont vécu un truc, hein. T'as pas oublié. Vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on me tape sur le cerveau et sur le crâne avec ça, en mode tu veux savoir, hein, tu veux savoir, hein, tu veux savoir. Moi, ça me gonfle, vraiment. Donc voilà, et au début du bouquin, ils vont, quelques-uns d'entre eux, recevoir une lettre qui fait référence à ces événements-là. Entre eux, ils se sont pas vus depuis ces fameux événements. Je suis obligée de pas vous dire ce que c'est parce qu'il y a tellement de suspense autour de ça dans la BD que si je vous le dis, bah, vous voyez. Donc je suis obligée de jouer le jeu, malheureusement. Bref, et donc voilà, ils vont tous recevoir une lettre et ils vont tous plus ou moins reprendre contact les uns avec les autres pour savoir d'où viennent ces lettres, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'ils en parlent, est-ce qu'ils en parlent pas, machin, est-ce que bidule. Et en parallèle, on a un petit peu la vie de chacun. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais en gros, le cœur de cette BD, c'est ce fameux mystère. Et ce côté, hein, tu veux savoir, mais tu sauras pas. Hein, tu veux savoir, mais tu sauras pas. Et bah, au bout d'un moment, moi, j'ai envie de te dire, bah non, j'ai pas envie de savoir, en fait. J'ai juste envie que tu me foutes la paix et que tu dégages. Voilà, ça me fatigue. Vraiment, ce côté mystérieux pour être mystérieux, ça me saoule. J'adore quand on te focus sur quelque chose. Par exemple, genre quand dans un policier, tu vois, t'as 2-3 suspects et on te laisse croire que t'as trouvé qui c'était pour à la fin te révéler quelque chose qu'on t'avait caché et te dire, bah en fait, du coup, c'est pas la personne que tu croyais. Ça, j'aime bien. Par contre, si pendant tout le bouquin t'insistes sur le fait que je sais pas quelque chose, ça me saoule. Que tu me caches quelque chose, ça me dérange pas. Que tu me caches quelque chose, pardon, pour me le révéler à la fin et avoir une révélation finale de ouf, c'est cool. Par contre, si tu me caches quelque chose en me précisant toutes les 4 pages que tu me le diras pas, ça me gonfle. Et là, c'est le cas, c'est vraiment le cas. Du coup, ça m'a saoulée. Donc voilà, c'est une BD à moi, mais c'est une BD que j'ai pas achetée. Si, mais que j'ai eu dans une box BD, donc je l'ai pas choisie. Mais je vais pas la garder, hein. C'est sûr, je ne vais pas la garder. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je ne vais pas la garder parce que c'est un genre de... En fait, c'est une construction narrative qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas et qui m'agace au plus haut point. Donc voilà. Ensuite, donc, sur le week-end d'Amil, vous l'avez vu, j'ai lu 3 tomes de la collection Harry Potter au cinéma. Je vais revenir assez rapidement sur chacun de ces 3 tomes. Donc, le tome 8, qui s'appelle L'Ordre du Phénix et les Forces du Mal, que j'ai littéralement à moitié aimé. Toute la partie sur l'Ordre du Phénix, franchement, j'ai pas trouvé ça ouf du tout. Je l'ai dit en vlog, je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, pardon. L'Ordre du Phénix, c'est le tome que j'aime le moins. De manière générale, chez les fans, c'est au contraire le tome le plus apprécié parce qu'ils le trouvent génial et ils aiment pas du tout le film parce que dans le film, il n'y a pas tout, blablabla, machin et tout.
Moi je trouve que l'Ordre du Phénix il est trop long pour rien en fait, il sert à rien. Vraiment il y a des pages et 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 des pages qui servent à rien. Il n'y a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas grand chose qui est mis en place dans ce tome là. Et le film au final, c'est aussi le film que j'aime le moins. Mais le film au final est pas si mal hein, comparé au livre, franchement voilà. Donc on a une première partie où on revient sur la constitution de l'ordre, que ce soit le premier ordre, la première fois que Voldemort est apparu, ou le deuxième dans le tome 5, donc dans le film 5, et on revient sur plus ou moins chaque membre de l'ordre du Phénix. Mais en fait le problème c'est que les membres de l'ordre du Phénix on les voit pas tant que ça en fait. L'ordre du Phénix n'est pas si important que ça dans la saga. Vraiment, genre Kingsley, on le voit pas. Enfin, on le voit quasi pas. Alors, Molly et Arthur, on les voit, mais pas parce qu'ils sont dans l'ordre. Montagus Fletcher, on le voit quasiment pas. Le frère de Dumbledore, on le voit quasiment pas. Sirius Black, on le voit plus, mais pas par rapport à l'ordre. En fait, tous les membres de l'ordre qu'on voit plus, qu'on voit les plus dans les films, c'est pas parce qu'ils sont dans l'ordre en fait, c'est parce qu'ils ont un autre rôle à jouer dans la saga. Donc en fait, voilà. Et les gens qu'on voit que au moment de l'ordre du Phénix, bah on les voit dans genre 3 scènes et puis c'est tout. Donc vraiment, cette partie sur l'ordre du Phénix, je pensais que ça allait un petit peu me réconcilier avec le tome, et en fait ça n'a fait que confirmer que je n'aime pas du tout ce tome. Voilà. Et donc dans la deuxième partie, on revient plus sur les mange-morts, et donc principalement les Malfoy, Peter Pettigrew et évidemment Voldemort. Et on n'a pas... à aucun moment dans ce livre-là, on a Rogue, puisque Rogue appartient à peu près aux deux. Je pense qu'on reviendra sur Rogue et notamment sur Minerva dans le tome qui parle des professeurs, parce qu'il y a un tome sur les professeurs, et alors celui-là, j'ai trop hâte de l'avoir. Voilà, et donc quand je dis qu'on revient sur eux, c'est principalement sur la manière dont ils apparaissent à l'écran, les choix de costumes, de coiffure, de mise en scène qui ont été faits pour ces personnages-là. Voilà. Et l'évolution des vêtements ou des accessoires de ces personnages-là, et la manière dont les acteurs et parfois les actrices ont participé à cette constitution du look, notamment pour Bellatrix, par exemple, ou pour Monsieur Malfoy, Lucius Malfoy, j'avais perdu son prénom, excusez-moi. Voilà, et donc on a comme ça, oui, on a à la fois des passages du tournage, on a les tenues, donc ici c'est Bellatrix, voilà, on a pas mal d'infos. Vraiment j'ai trouvé ça très très chouette, et Bellatrix est un de mes personnages préférés. Donc, voilà, et on a aussi un passage sur comment Helena Bonham Carter a tourné et a joué le moment où c'est genre Hermione qui est Bellatrix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que du coup c'est Helena Bonham Carter qui joue ça, et c'est vraiment bien fait. Bon après c'est une excellente actrice, donc voilà, mais on a un passage là-dessus aussi. Voilà, j'ai à moitié aimé ce tome-là, comme je le disais. Le tome 9, c'est sur les gobelins, les elfes de maison et les créatures des ténèbres, et donc à chaque fois c'est sur comment ils les ont mis en image, comment ils les ont mis en scène. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce tome-là, j'ai trouvé ça très cool. C'est toujours dingue de voir à quel point ils ont fait attention à des détails sur des choses qui apparaissent à l'écran, parfois quelques secondes, parfois quelques minutes. Les détails sont vraiment ouf, mais en fait c'est aussi pour ça que c'est bien fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas à un moment donné un truc qui te choque sur l'image ou dans la scène, parce que justement ils ont pensé à tous ces détails-là. Pardon. Donc ici on a les lutins de Cornouailles. Vous voyez, les lutins de Cornouailles, ils apparaissent pas beaucoup à l'écran, et en vrai c'est principalement du travail numérique, mais quand même. On a évidemment Nagini et son évolution, parce qu'ils ont dû tourner avec parfois des vrais serpents, et parfois c'est de l'ordinateur, mais les races pour lesquelles ils se sont inspirés pour faire Nagini, enfin les races desquelles ils se sont inspirés pour faire Nagini, bref, ont évolué au cours de la saga, parce que le personnage évolue. On a aussi Grope, on a de manière générale les géants, et vous voyez les géants, à part Grope, on les voit pas en fait, dans les films. Voilà, on a le troll, et alors ça c'est assez ouf, parce que donc le troll c'est dans le film 1, et au moment où ils font le film 1, bah la technologie c'est pas trop ça, ils ont pas beaucoup de moyens, ils ont pas beaucoup de possibilités pour faire ce troll
à l'image. Et ils se sont débrouillés littéralement avec les moyens du bord. Et franchement, ce qui est ouf, c'est que c'est 2001, il me semble, le premier film. La autrice du montage ira vérifier ça, même si elle me déteste, elle le fera. Et elle vous le dira, elle vous l'écrira. Mais il me semble que le premier film, c'est 2001. Et aujourd'hui, quand tu regardes ce film en 2024, elle est pas ouf, la scène du troll, tu vois. Mais elle a bien vieilli. C'est parce qu'ils ont bien fait le truc quand même, je trouve. Voilà, on a aussi les Inferi. Les Inferi, c'est pareil, hein, tu les vois pas beaucoup à l'écran, mais ils y ont passé des jours et des semaines. Voilà, on a aussi les détraqueurs et l'évolution des détraqueurs. Et c'est aussi assez ouf de voir la cohérence parce que, vous le savez, je pense, les 8 films ne sont pas réalisés par le même réalisateur. Il y a 4 réalisateurs, il me semble, qui se sont reliés. Et donc ça veut dire qu'il y a 4 équipes de production qui se sont reliées. C'est pas les mêmes personnes qui ont fait les costumes, c'est pas les mêmes personnes qui ont fait les accessoires, c'est pas les mêmes personnes qui font la colorimétrie, qui font la photographie, c'est pas les mêmes équipes, mais la saga au complet reste quand même cohérente. C'est assez ouf. Sachant aussi que quand ils ont fait les premiers films, ils n'avaient pas toutes les infos, puisque les livres n'étaient pas tous écrits. Donc voilà. Et on a aussi le basilic. Donc, très cool le basilic d'ailleurs. Et ensuite on a globalement toutes les personnes de petite taille. Donc les gobelins et les elfes de maison, principalement Grippsec. Et créatures, puis Dobby. Voilà. C'est à peu près tout. Franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai appris plein de trucs dans ce tome-là et c'est un de mes préférés jusque-là. Et le tome 10 que j'ai lu sur le week-end d'Amil, c'est Village et maison de sorciers. Et celui-là est vraiment pas mal, surtout si vous voulez faire une espèce de pèlerinage dans les lieux dans lesquels ont été tournés les Harry Potter, ou alors les lieux ayant inspiré les décors de Harry Potter. Il y en a vraiment pas mal qui sont donnés ici, que ce soit pour le cimetière de la fin du film 4, que ce soit pour la maison des Weasley, l'orphelinat dans lequel va Tom Jedusor, la maison des Lovegood, la chaumière au coquillage, le 12 Square Grimaud, il y a aussi les boutiques de Préolard, donc Préolard au complet, les 3 balais, la tête de sanglier, des trucs comme ça, vraiment, mais surtout en fait c'est les villages des sorciers. Notamment en fait j'ai perdu le nom du village et c'est pas marqué, du coup je ne le retrouve pas, mais je vais finir par y arriver. Vous savez le village dans lequel est né Harry, dans lequel vit Dumbledore, vous voyez de quel village je parle ou pas? Voilà, je ne sais pas. Donc il y a aussi évidemment la cabane hurlante. Alors tous les décors ne sont pas inspirés de décors et de maisons réelles, mais Godric Hollow, voilà, c'est ça. Par exemple, Godric Hollow, il y a un vrai village qui a inspiré Godric Hollow. Ils ont tourné globalement dans 2 villages, mais tu peux aller dans le village qui a inspiré Godric Hollow, te balader dans les rues, il y a quand même des scènes qui ont été tournées dans des rues qui existent réellement. Donc voilà, vraiment j'ai trouvé ça hyper cool. Et puis de voir à quel point ils se sont cassés la tête pour rendre ça plausible et réel à l'écran. Et ça, alors vraiment ça m'a, je l'ai dit en vlog, mais ça là, la tapisserie qu'on voit dans les films. Pardon, on a été interrompu, je disais pour la tapisserie, moi je pensais qu'ils avaient mis un écran vert et que par ordinateur ils avaient mis l'arbre généalogique et puis c'est tout. Pas du tout. L'arbre généalogique, ils l'ont réellement tissé. C'est des fous. Non mais vraiment, c'est des fous. Vraiment, c'est un de mes tomes préférés aussi. J'ai adoré ce tome-là, j'ai trouvé ça hyper cool, hyper intéressant. Vraiment. Et puis il y a aussi, comme je disais, le cimetière de la fin du tome 4, le manoir des Malfoy. Le manoir des Malfoy, c'est pareil, on ne le voit pas beaucoup. Il y a aussi la maison de Rogue et pas mal de pages sur le terrier qui évolue au cours de la saga aussi. Vraiment, c'est un des tomes les plus intéressants selon moi. Donc voilà. Il me reste donc 2 graphiques à vous présenter. C'est des graphiques que j'ai pas lus sur le week-end d'Emile. C'est des graphiques en vrai que j'ai lus pour compléter cette update graphique. Donc j'ai emprunté à la bibliothèque Les Souris du Louvre, le tome 5, La Plume et l'Épée de Joris Chambelin, Sandrine Golec et Drac, que je vous ai montré en vlog. Je savais même pas que ce tome 5 est sorti. C'est assez ouf à quel point je ne suis jamais au courant des sorties des trucs, même des sagas de graphiques ou de livres que j'adore. Écoutez,
Bref, dans cette saga, on suit Milo qui est le fils de la conservatrice du Louvre donc, et qui au début du tome 1, en allant au Louvre un mercredi après-midi ou un samedi, je ne sais plus, pour attendre sa mère, ou alors un soir après les cours, enfin bref, il passe pas mal de temps au Louvre, parce que bah, du coup sa mère y travaille. Et donc il va découvrir qu'il y a une communauté, même plusieurs communautés, de souris qui vivent au Louvre. C'est des souris qui portent des vêtements, qui sont organisées en clans. Donc il y a par exemple le clan des Romains, le clan des Égyptiens. Ça reprend un peu les clans, enfin les clans, les clans humains de l'époque égyptienne du coup. Bah, il va découvrir tout ça. Et il va découvrir qu'il y a toujours un humain qui est au courant de cette existence des souris et qui les aide, qui aide à se faire en sorte qu'elles restent cachées et qu'elles s'entendent bien et que tout se passe bien au Louvre entre elles. Et donc il va devenir, au cours du tome 1, cet humain qui a connaissance de ce secret et essayer d'aider les souris. On est à l'aube d'une guerre entre les souris et donc Milo essaye de les aider dans chaque tome. Et ici la guerre est un petit peu déclarée, on va dire. Vraiment, j'adore cette saga. Il me semble qu'il y a un tome, peut-être le tome 3 ou le tome 4 que j'avais moins aimé, mais j'aime beaucoup cette saga. Mon seul conseil pour lire cette saga, c'est de vraiment enchaîner les tomes au maximum, parce que sinon, vous allez être perdu. Moi, franchement, il y a des fois où je suis un peu perdue. Il y a des choses où je sais que ça fait référence à quelque chose qui s'est passé dans le tome d'avant, mais je sais plus ce qui s'est passé dans le tome d'avant. Du coup, je suis un peu perdue, je suis un peu larguée. Le plus simple, vraiment, c'est d'enchaîner tous les tomes de cette saga pour pas être perdue et pour vraiment pas tout comprendre, parce que c'est pas que j'ai rien compris, mais pour raccrocher correctement les wagons, vraiment, je pense que c'est mieux de lire les tomes à la suite plutôt que de laisser un an entre chaque tome ou quelques mois entre chaque tome, parce que c'est quand même des tomes assez denses et assez complets pour de la jeunesse, je trouve. Et c'est vraiment bien fait, hein. J'adore l'histoire, j'adore les dessins, je les trouve absolument magnifiques. Mais c'est plus simple de les lire vraiment les uns proches des autres. Et ensuite j'ai fait un livre d'énigmes. Alors j'ai plutôt terminé un livre d'énigmes et je ne sais même plus quand est-ce que je l'avais commencé, mais je l'avais déjà commencé et donc là je l'ai fini. Donc c'est Le Trésor des Cités d'Or de... comment s'appelle-t-il déjà ? Pierre Delaine, c'est ça. Voilà, alors je sais plus combien il y en a dedans, mais il y a 5 ou 6 chapitres, on va dire, et en gros chaque chapitre démarre comme ça. Donc là on a la présentation de l'univers qu'on va suivre et ici on a une carte à l'intérieur. Je vais vous la sortir celle-ci pour vous la montrer. Donc ici c'est la ville aux 100 pyramides par exemple. Voilà, et donc ça c'est la carte. La carte va nous servir un petit peu, même si moi je trouve ça un peu inutile, mais bon, pourquoi pas. Et donc en gros on a des énigmes à résoudre. Voilà, on commence toujours par la numéro 1. Donc voilà, tu résous la numéro 1, tu fais l'énigme qu'on te dit. Et après, soit on te dit, tu vas au numéro que tu as trouvé ou au nom que tu as trouvé, soit on te dit, tu vas là-bas. Ça dépend. Donc des fois, il faut vraiment résoudre l'énigme pour savoir où tu dois aller. Des fois, c'est pas la peine. Là, par exemple, c'est marqué, quand tu as trouvé son métier, rends-toi au temple de Ab-Mun, le dieu du maïs. Donc là, en fait, t'as pas vraiment besoin de résoudre l'énigme. Voilà, des fois, là, c'est marqué, par exemple, va sur la carte à ce nombre multiplié par lui-même. Donc là, si t'as pas résolu l'énigme, tu peux pas avancer, tu peux pas continuer. Il y a des énigmes qui reviennent, évidemment, c'est à peu près toujours le même genre d'énigmes. Des fois, c'est des mots croisés à faire, des fois, c'est des différences à trouver, des fois, c'est des chiffres à mettre dans un certain ordre. Voilà, et des fois c'est des comment ça s'appelle, des textes à décoder. Voilà, j'ai enfin retrouvé. C'est assez sympa, franchement. Je pense honnêtement que je suis un peu trop vieille pour faire ça. Et c'est pas vieille dans le sens, l'âge que j'ai fait beaucoup d'énigmes et j'aime beaucoup ça. J'en fais beaucoup, mais du coup, vu que j'en fais beaucoup, là il y a des énigmes. En fait, il y a des énigmes où il y a plusieurs possibilités possibles et j'aime pas. Moi j'aime pas. Il y a une énigme, il y a une solution, tu vois. Alors que là, genre par exemple ça. Vous voyez, ce sont des cases, et donc tu as des chiffres pré-remplis et tu dois compléter tous ces petits carrés en mettant les chiffres de 1 à 26, il me semble, en faisant en sorte que, je vais vous montrer, sur chaque petit carré comme ça, là, il n'y ait pas de chiffres qui se suivent. Vous voyez ?
pour ce truc-là, il y a plusieurs possibilités. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup des possibilités, en fait, tu vois. Du coup, c'est pas vraiment une énigme, il suffit de mettre les chiffres, et puis si à un moment donné tu bugs, bah t'effaces, et tu t'effaces 2 chiffres, tu les inverses, et voilà. C'est pas vraiment une énigme, vous voyez, c'est juste du remplissage. À mon sens, c'est pas une énigme de ouf non plus. Il y a des vraies énigmes de temps en temps, mais c'est quand même... c'est plus des jeux que des énigmes. Alors c'est pas négatif en soi, hein, parce que ça peut être bien pour démarrer les énigmes. J'ai bien aimé le faire, je l'ai fait en entier, j'étais pas obligée. Mais il y a des fois aussi où tu résous l'énigme, je trouvais la réponse, mais j'étais pas sûre de la réponse en fait. Je sais pas comment expliquer, il y a des fois où j'avais besoin de vérifier avec les solutions que j'avais la bonne réponse parce que sinon, sinon c'était pas cool, tu vois. Voilà, et aussi si tu te trompes et que tu vas au mauvais endroit, en fait la seule conséquence que ça a, c'est que tu vas aller plus vite. Tu vois, par exemple, si du 1 tu dois aller au 8, puis au 14, puis au 12, et qu'en fait du 1 tu te plantes et tu vas directement au 12, bah les deux autres, le 8 et le je sais plus quoi, là tu le feras pas du coup. Donc en fait tu vas plus vite. Te tromper, c'est aller plus vite, alors que normalement quand tu te trompes, t'es censé te retrouver coincé et plus pouvoir avancer. Là c'est pas le cas, du coup. Voilà, mais c'est sympa, franchement c'est sympa. Cette histoire de cartes, ça peut être assez cool, c'est juste que des fois c'est chiant parce qu'il faut chercher sur la carte. Genre on te dit va voir le pâtissier, tu vois, et donc tu dois chercher sur la carte le pâtissier. Moi ça me gonfle de chercher sur la carte le pâtissier, franchement ça me saoule. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, dans cette collection là il y en a d'autres et franchement c'est pas celui-là que j'ai préféré, mais je l'ai quand même fait. J'ai un peu l'impression que cette update dure des plombes, donc je vais m'arrêter là. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.